Bonjour, je voudrais faire aujourd'hui une vidéo sur la femme dans le contexte de l'entreprise et du management, du leadership, et un vidéo qui puisse peut-être nous concilier, hommes et femmes, après une rétrospective historique de tout ce qui nous a séparés et de tout ce qui fait obstacle dans notre héritage culturel à ce que la femme puisse occuper une place de direction et qu'elle puisse occuper cette place en effectuant à la fois usage de sagesse, c'est-à-dire de justice, et de miséricorde ou de compassion. Qu'elle puisse allier le raisonnement éclairé des Lumières et l'intelligence émotionnelle qui lui est propre. Et c'est un sacré défi. Ce défi se pose aussi aux hommes parce que mais le monde aujourd'hui est un monde hyper compétitif, le monde économique est hyper compétitif, c'est un monde créé par les hommes, fait par les hommes et où les femmes sont en souffrance et où des hommes dirigés par les femmes se retrouvent aussi en souffrance parce qu'elles parlent un langage qu'ils ne comprennent pas toujours et on est souvent dans le dialogue de sourds et la logique de la coopération n'est pas vraiment à l'ordre du jour, ni une maternité suave, douce, du care, tout ça, c'est compliqué dans un contexte économique dur où la lutte pour la survie, c'est ce qui prime, et où le chèque à la fin du mois a un poids significatif pour tout le monde parce que c'est ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on mange, cette question fondamentale. Donc, et les femmes arrivent avec une sensibilité, parfois une douceur qui ne sont pas forcément appropriées et elles peuvent se convertir dans des dames de fer et ce qui aussi va être très déstabilisant pour les hommes et pour les femmes qui sont gouvernés par une telle femme. Donc, que faire? Quel est le chemin? Heu, j'ai commencé un travail sur la femme et la pensée il y a très longtemps, inspiré par Mark William de Bono dans sa revue Plastir. Le travail est consultable, La femme et la pensée vers une identité transculturelle, dans un numéro de la revue Plastir assez ancien par Mariana Thiriot-Loiset. Donc, j'ai continué cette réflexion et je vais vous faire un partage. Je vous demande un peu de patience. C'est une réflexion longue, peut-être vous pouvez la voir, par bout, prenez votre temps, je me suis beaucoup documentée, donc je ne vais pas m'imposer une limite de temps. Et je vais essayer de poser le problème et de dresser quelques pistes de solutions. Donc, je vais commencer par un partage d'écran. Donc, on se retrouve dans une situation souvent d'égalité de droit et différence de fait, hein. Si les textes de loi, notamment dans le domaine de la formation, prônent une égalité de droit entre les conditions de vie des hommes et des femmes, nos pratiques managériales et nos pratiques sociales sont influencées, parfois de façon souterraine et non intentionnelle, par l'histoire, mais aussi par les mythes et les croyances, et je parle dans un contexte occidental. Parce que prenons par exemple ce mythe, cette légende fondatrice en Occident, qui est venue nourrir l'imaginaire occidental, celle de la quête du Graal. Le Saint Graal est une coupe mystérieuse, la forme en est inconnue. Cette coupe aurait servi au dernier repas du Christ et lors de son martyre aurait recueilli son sang et été conservée par Joseph d'Arimathée.
La légende veut d'ailleurs que l'âme de Joseph continue de veiller sur le Graal. Par la suite, le Graal aurait été caché, puis perdu. Retrouver le Graal équivaut à trouver à la fois bonheur et sagesse au bout d'une longue quête initiatique. Sa découverte annonce la fin du temps des épreuves et des souffrances, l'alliance de la justice et de la compassion. Cette quête va être celle légendaire du roi Arthur Pendragon et des chevaliers de la table ronde. Dans cette aventure, ils vont recevoir l'aide d'un druide, dit Merlin l'Enchanteur, père et conseiller du roi Arthur, et cependant être déviés de leur quête par deux femmes, Guenièvre, la femme d'Arthur, et Morgane, sa demi-sœur. Guenièvre, l'épouse du roi Arthur, brise l'unité du royaume de Camelot en trahissant le roi avec l'un des chevaliers de la table ronde, Lancelot du Lac. Cette trahison est connue et euh, Guenièvre se laisse tenter, se laisse émouvoir. Le roi Arthur est beaucoup plus âgé, Lancelot a son âge, et elle est tentée, mais elle va céder. Et elle est vulnérable, elle est fragile, elle se laisse porter par ses sentiments et elle va écouter les sentiments. Lorsqu'Arthur apprend la trahison, il les condamne tous deux à mort et avec sa sentence attire le malheur sur Camelot. Justice sans compassion. Il décide alors, sous le conseil de Merlin, de partir en quête du Graal pour restaurer l'unité du royaume. Dans cette quête, il va affronter une puissante sorcière, sa demi-sœur, la fée Morgane, et son fils Mordred. Morgane, en effet, se déguise, séduit son frère Arthur et lui donne un fils, Mordred, donc incestueuse. C'est une femme incestueuse dans l'histoire, sans qu'il le sache. Ce fils illégitime, ainsi que ses sortilèges, vont avoir raison d'Arthur et de presque tous ses chevaliers. Cependant, le plus jeune d'entre eux, le chaste Galahad, au cœur pur et à la loyauté sans tache, va déjouer les sortilèges de Morgane, vaincre le fils illégitime d'Arthur et trouver le Graal. Donc, l'ancienne civilisation celtique, druidique, puis médiévale païenne, chaotique, faite de magie, de sorcellerie, de superstition, se termine pour laisser place à la civilisation chrétienne, à l'unité du royaume et aux valeurs de sobriété, prudence, chasteté, justice. Et cet avènement se fait à partir de la défaite des femmes qui sont des traîtres, des incestueuses, décrites comme faibles, sorcières, dangereuses, inaptes à trouver le Graal, et consistant même un sérieux obstacle à sa découverte, puisque seul un chevalier chaste et donc pur, qui ne s'est pas soi-disant corrompu au contact des femmes, peut le trouver. Donc, tout au long de cette légende, et deux forces s'affrontent, celle du sage, représentée par Merlin, puis par extension Arthur et ses chevaliers, et celle de la sorcière Morgane, et par extension la reine Guenièvre, qui déstabilise le cercle et brise l'unité de la table ronde. Il y a plusieurs extraits de cette légende. La légende du roi Arthur est une histoire très médiatisée. Elle a fait objet de nombreux films de Hollywood, et dont Excalibur, et de textes qui continuent d'imprégner l'imaginaire collectif occidental. Comme nous le verrons, la tradition littéraire et philosophique recèle d'une pléthore d'exemples qui tracent des différences cruciales entre le parcours de développement de l'homme et celui de la femme vers l'accomplissement du sens d'une vie. Compassion des femmes, justice des hommes. Donc, la femme est plutôt du côté du care, du souci, du soin, du pardon, de la compassion, de la miséricorde, et l'homme représente la loi et la justice, est capable de raisonner et sans être contaminé
par ses émotions. Donc, j'ai un extrait très intéressant ici, de Barjavel, heu, où, le roi Arthur devait se marier avec Guenièvre et après sa première nuit d'amour, avant son mariage, heu, il a une affaire avec une inconnue qui ne s'avéra être autre que sa sœur Morgane déguisée, qui croise sur sa route un chevalier. Il passe la nuit et puis, en rentrant, il croise un chevalier rouge sur sa route et qui le provoque en duel. «Garde-toi, Arthur». Arthur commença de tirer son épée marmiadoise, mais la renfonça dans son fourreau, ne voulant pas s'armer contre un adversaire sans armes, et qu'il lui paraissait fou. Pour éviter une collision, il fit faire un écart à son cheval, mais le chevalier rouge, en passant près de lui comme la foudre, le frappa d'un tel coup de poing à la poitrine qu'il fut projeté par-dessus la croupe de sa monture et se trouva étendu sur le dos, la tête ébranlée et les poumons vidés par le choc. Son adversaire avait sauté à terre, bourré de coups de pied, en criant: «Défends-toi, roi Arthur, arme-toi, te laisseras-tu rosser comme un porcher?» Arthur se relève d'un bond, court à son cheval d'un seul geste, tire Excalibur et en frappe au cou le chevalier rouge qui l'avait suivi. Le coup aurait dû lui faire voler la tête. Mais l'homme avait saisi la lame tranchante à pleine main, arraché l'épée à Arthur et l'a projetée contre un arbre dans lequel elle se planta en chantant. Stupéfait, un instant immobile, Arthur se jette avec ses deux poings nus contre son adversaire, celui-ci le repousse comme une plume, et une fois de plus, il frappa le sol de son dos. L'homme lui mit un pied sur la poitrine, et il sembla à Arthur qu'il était écrasé sous le poids d'une montagne. Tu étais plus vaillant la nuit dernière, dit le chevalier rouge. Il ôta son pied. Arthur ne bougea plus, sachant maintenant qu'il n'avait pas affaire à un adversaire ordinaire. Était-ce un ange guerrier envoyé par Dieu pour le punir? Son cœur tremblait. Et toi, qui es-tu? Es-tu un roi ou un chien qui se laisse entraîner par le premier élan du dard qui lui pointe au ventre? Que peut-on faire de toi si c'est ton ventre qui commande? Il y eut un court silence, puis le chevalier rouge soupira et répéta à voix basse avec, semblait-il, une grande tristesse: Que peut-on faire de toi? Il remonta sur son cheval, repartit au pas dans la direction d'où il était venu et disparut dans le vallon d'où il était sorti. Donc Arthur fut profondément ébranlé par cette rencontre et le chevalier rouge n'était autre que Merlin et il a voulu donner une leçon à Arthur. Ben, on voit très bien dans cet extrait comment le rapport physique aux femmes est assimilé à une faiblesse et également comment le sujet doit se construire en réfrénant ses instincts et tout ce qui a trait au corps de façon assez dualiste. Ce qui vient du corps m'avilit et ce qui a trait à l'esprit me délivre. Bon, et les femmes représentent ici ce qui a trait au corps. Donc, ce sont des représentations très binaires, très dualistes, très blanc ou noir, et mais nous en avons hérité et heu, ce sont encore des représentations d'actualité dans de nombreuses situations sociales qui sont très difficilement transformables, car elles traduisent bien souvent la présence de l'inconscient collectif et de ses contenus imaginaires. Le corps siège du mal, l'esprit siège du bien. La souffrance comme valeur d'élaboration de soi vont se faire sentir dans les choix des idoles d'un peuple, ses préférences pour le masculin, notamment dans la représentation de Dieu le Père, ses goûts, le rejet du féminin, de la mère, ou sa réduction à un objet, ses accusations et aversions, bref, ses désirs qui tendent vers le juste
et méprise cette miséricorde féminine, cette faiblesse féminine. La femme est vue comme faible, comme incestueuse, comme séductrice, comme menant l'homme à sa perte. Donc, est-ce que c'est cela l'héritage que nous voulons laisser aux jeunes femmes aujourd'hui? Donc, reprenons. Nous étudierons également dans ce texte de quelle manière nous pourrons rompre avec les modèles dualistes, binaires, construits au long de l'histoire, encore imposés de nos jours aux jeunes femmes et aux jeunes hommes par la société de consommation et les médias qui les figent dans des rôles qui constituent un héritage socioculturel plutôt que le résultat d'une démonstration réfléchie. Ces rôles imposés vont en effet susciter de nombreux conflits et beaucoup d'insatisfaction de part et d'autre, car ils positionnent les uns en tant que menace envers les autres et ne proposent pas une voie d'accès à la sagesse, au Saint Graal, qui leur serait commune à tous les deux. Hein, trouver le Graal est en effet historiquement une victoire à sens unique, à condition d'être seul. Le masculin l'emporte et devient sujet supposé de savoir, tandis que la femme se maintient dans le monde de l'ombre, ou n'accepte au savoir qu'au prix du renoncement à sa féminité. Comment donner aux femmes la possibilité de participer à la quête concrète de la sagesse et celle de trouver symboliquement le vase sacré? C'est-à-dire, comment est-ce que la femme peut être représentante finalement de la loi, être une femme qui est capable d'exercer une justice sans perdre son côté tendre, son côté affectif, maternant, du care. Et là, c'est tout un défi que l'époque contemporaine propose aux femmes. Et d'un autre côté, le masculin, est-ce qu'il faut toujours qu'il soit le représentant de la loi, le père? Est-ce qu'il ne peut pas aussi materner, être un bon saint, comme dirait Mélanie Kahn, mais je reviendrai là-dessus. Simplement un père nourricier, un père tendre, un père affectueux, un père accueillant, et pas simplement un père qui fait la loi. Donc, c'est ce que le 21e siècle nous dévoile comme défi, comme possibilité euh, de, d'enrichissement, non pas de perte des rôles des uns et des autres, ni de dissolution de la fonction paternelle dans un espèce de care mièvreux, ni l'accès à la femme au rang de Iron Lady, mais de dame de fer, mais vraiment d'essayer de trouver une zone grise où les rôles seraient cumulés, en fait. Car si nul ne sait que ce que contient le Graal, du moins est-on assuré que lorsque les hommes s'en détournent, ils perdent la joie d'exister car ils ne savent plus qui ils sont ni pourquoi ils sont. Ils cessent d'être vivants, ils sont seulement en vie, écrit Barjavel. Bon, les femmes et la pratique du sacrifice, ça, c'est vraiment l'accès de la femme au pouvoir, et j'ai étudié les grandes docteurs de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, comment ces femmes arrivaient au pouvoir, à être conseillères du pape, à avoir un rôle important à jouer dans les prises de décision de l'Église. Mais c'était des femmes qui niaient complètement leur féminité, qui niaient leur sexualité et qui développaient leur matière grise, en fait, hein, mais au prix du mépris du corps. Et nous avons un personnage très connu aussi qui est dans cette même veine stoïcienne, c'est Antigone. Antigone qui va préférer être enterrée vivante plutôt que de renoncer à enterrer son frère.
Donc, on a une lignée, de femmes, martyrs, héroïnes, qui sont, en fait, combatives. Ce sont des femmes qui se battent, mais au mépris de leur corps, de leur féminité, de leur sensualité, en plaçant les valeurs exactement comme les hommes, comme les stoïciens, les valeurs au-dessus de la vie humaine. C'est-à-dire en étant capables de mourir pour leurs valeurs. Exactement comme Socrate qui a bu la ciguë plutôt que d'avouer qu'il savait, lui qui savait qu'il ne savait rien. Donc, on a, des femmes martyrs, des femmes, sacrifiées. Et ces femmes sacrifiées, stoïques vont constituer les premiers modèles de femmes sujets et elles vont hériter du chemin masculin et vont haïr leur corps, de la même façon, que, l'homme méprise ses passions, ses pulsions, pour, édifier son raisonnement et contrôler, ses émotions. Donc on est toujours dans le dualisme et puis, on a les femmes cachées, celles qui sont restées féminines, celles qui sont restées femmes, mais à ce moment-là, celles qui sont restées femmes, ont été associées à Ève, à la première femme. Ce sont des femmes qui ont la beauté, l'intelligence, mais elles sont vues comme le mal. Par exemple, Manon Lescaut, la perfide Manon, la dame aux camélias, Nana, ce sont les grandes prostituées de l'histoire de la littérature. Donc elles assument leur féminité, leur intelligence, mais elles représentent pour l'homme la perdition. Donc les hommes s'en méfient, et dans les grands romans, ceux qui suivent, ces femmes belles, intelligentes et mauvaises vont se perdre dans les jeux, les dettes et la drogue. Donc ce sont des femmes, qu'on voit aujourd'hui dans les outdoors, on voit ces femmes hyper, sexualisées, avec des bottes noires, des super décolletés, des hauts talons, mais dans la ligne du «Sois belle et tais-toi» et qui ont gardé leur féminité, qui ont gardé leur séduction, leur intelligence, mais qui n'ont pas vraiment de valeur et la fin justifie les moyens et elles peuvent, se tailler, des places, royales dans les entreprises par des moyens illicites. Et aujourd'hui, on voit même des hommes aussi séduire des cadres pour arriver à des postes. Donc, on est là, dans une espèce de réaction, contre, ces femmes jansénistes, stoïques, qui nient leur sexualité. On a des femmes qui affichent leur sexualité, mais qui ne sont pas toujours, hem, conscientes de la possibilité de vivre en justice et en miséricorde. On vit simplement là, une sorte de revanche, une sorte de revanche et vous voyez donc, toutes ces positions sont pas tenables à long terme. L'une parce qu'elle nie le corps, ce sont les grandes anorexiques et les autres parce qu'elles nient les valeurs et qu'elles tendent à à la dérive vers la drogue, l'alcool, les jeux,
etc. Donc, elles vont nier les valeurs. On se retrouve donc ainsi avec un héritage non intentionnel et avec la culpabilité qui en découle. Donc, en fait, on se retrouve avec un désir, avec de nombreuses contradictions qui viennent sillonner, par exemple, un parcours de développement. Et malgré tous les ingrédients réunis pour réussir une carrière, notamment dans le management, la femme prend la fuite dans le désir de confirmer un verdict parental ou social négatif. Tu n'es pas faite pour ça. C'est pas ta place, c'est un monde d'hommes. Qu'est-ce que tu vas te mettre à faire un doctorat, diriger une entreprise, etc. Donc, j'ai un vieux souvenir qui me remonte à la surface. Je venais de terminer des planches et je vois papa au bout du couloir qui me dit tu n'es pas peintre, tu n'es pas peintre. Donc, comment est-ce que je pouvais accéder au rang d'artiste reconnu et bon, on m'a interdit les beaux-arts à ce moment-là. J'étais jeune, j'étais adolescente et je voulais devenir artiste. Donc ça a été un drame pour moi et ce n'est que vraiment sur le tard, à 40 ans, que j'ai pu faire les fameux beaux-arts. J'ai jamais arrêté de dessiner, mais et finalement, j'ai préféré mes cours d'art contemporain avec Christine Vian de loin à mes cours de dessin aux beaux-arts, de nature morte, formes complexes, etc. Drapé, et tout ce qui s'ensuit. Donc, Freud a suivi les attitudes non intentionnelles à la trace. Lapsus, déni, acte manqué, résistance, refoulement, autant de contradictions qui nous remettent à des désirs inconscients en conflit avec les intentions et les actes conscients. Ainsi, devant la réalité de la classe ou du travail, on peut cumuler les retards, les absences, la fuite, les manifestations de peur ou de colère, alors qu'on est censé performer, diriger a fortiori. Et dans le cas des femmes, outre leurs propres difficultés pour certaines à occuper leur place et à exercer leur autonomie, il y a celles qui veulent toute la place. Ou celles à qui l'on refuse la place, que l'on harcèle, que l'on oublie. Donc, consciemment, on essaye d'entrer dans le moule, inconsciemment, on désire autre chose. Peut-être ce Graal difficile à connaître, sans passer par le chemin ardu, personnel, dialogique, et dont la quête est le sens pour soi, pour les autres, en vérité. Donc, ces attitudes font que l'on juge, mais que l'on juge mal, sans réfléchir, à partir d'un matériel non intentionnel, objet des désirs profonds. C'est-à-dire qu'on va placer des étiquettes, stigmatiser, on surévalue les uns, on dévalue les autres, on dévalue les femmes, on les accuse, on surévalue les hommes, on les divinise, ou fait plus rare l'inverse, hein. L'histoire humaine est pavée de procès arbitraires, d'exécutions sommaires où la loi, celle du tyran, fait plus rare celle d'une femme tyrannique et obéit aveuglément, et les raisonnements sont mus par la crainte des représailles et la peur de déplaire aux tyrans. Je rappelle à ceux qui m'écoutent que les lapidariums existent encore en Afrique, hein, pour les femmes adultères. Donc, les attitudes non intentionnelles qui interagissent avec une intention et une volonté consciente constituent une interaction conflictuelle, douloureuse entre la conscience et l'inconscient. Là où une évaluation sensée devrait avoir lieu, qui permette à chacun de trouver le sens juste, animé de compassion, arrive devant un obstacle, un problème, un jugement, la dévaluation. Je n'arriverai jamais à franchir le pas, à résoudre ou qui
au contraire surévalue, il n'y a que moi, l'enfant roi ou l'enfant reine, qui peut y arriver. Ou il n'y a que la mère ou le père tyrannique qui peuvent y parvenir, ou le maître ou la maîtresse tout-puissant. Donc, consciemment, nous voulons nous développer et non intentionnellement, tout va de travers. Ou consciemment, nous voulons favoriser le développement de l'autre et nous aboutissons à un rapport de force. C'est mon chemin contre le tien. C'est par exemple mon chemin d'homme raisonnable contre tes débordements sensibles, féminins et incestueux. Donc, puisqu'elle désire le maître, le père, etc., pour atteindre le pouvoir. Donc, il est très difficile d'agir sur une interaction entre un désir inconscient et une intention et une action consciente. En revanche, on peut agir sur les jugements portés, dont le fondement semble incertain et non intentionnel. Ainsi sont nés face à la tyrannie, la Déclaration des droits de l'homme et de la femme. On peut agir indirectement sur la peur, sur la colère, sur le mépris, sur la jalousie, sur une passion, en agissant sur les jugements qui les portent, sans oublier la douceur, le soin, la prudence. Donc, Paul Ricoeur a longuement travaillé sur ces jugements prima facie, hein, où on dévalue la femme, où on surévalue l'homme. On a, vous savez, la pire ennemie des femmes sont souvent des femmes qui élèvent les hommes, parce que la plupart des professeurs, quand on rentre dans une classe en Occident, en maternelle et en primaire, sont des femmes. Et qu'est-ce qui se passe? Que ces petits garçons sont machos et dévaluent les femmes, ou alors, au contraire, commencent à avoir des problèmes énormes parce que ces femmes de pouvoir les inhibent et ils commencent à avoir des évasions de jeunes garçons de l'école et des suicides masculins, des hommes battus. Donc, on a les deux, hein, on a la femme qui s'efface et qui n'est pas capable de prendre sa place, et on a une femme toute puissante qui est effrayante pour le petit garçon aussi. Donc, comment est-ce qu'on pourrait aller vers une identité transdisciplinaire, et quel serait le rôle de la femme dans une situation de management? Donc, je dirais que nous devons travailler à l'alliance de la raison et des émotions, à ce que Michel Maffesoli a appelé une raison sensible. S'il serait une raison plastique, transdisciplinaire, capable de penser et de composer avec la complexité de la vie, faite de sens et de non-sens. C'est-à-dire qu'il nous faudrait acquérir ce que le cerveau a déjà, mais ce que nous avons du mal à mettre à l'épreuve des faits, la plasticité humaine, c'est-à-dire la souplesse de raisonnement, la capacité d'adhérer au contexte, de dialoguer en situation et d'agir avec les deux pôles, la raison et les émotions, et la sexualité aussi, enfin, en prenant tout en compte cet humain avec ses désirs complexes, sa capacité de jugement, mais aussi ses pulsions. Et comment faire? Donc, je dirais que j'ai travaillé trois axes. D'abord, la complexité, en suivant les travaux du professeur Edgar Morin, qui est au CIRED, qui est membre du CIRED, qui a beaucoup travaillé et développé ce concept, notamment dans la méthode. Euh, Ce serait une situation où la femme est sujet plutôt qu'assujettie, mais où elle ne perd pas sa féminité. Donc, c'est un défi pour la femme. C'est un défi
où il faudrait qu'elle tienne les 2 bouts, de ce raisonnement, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir, son rouge à lèvres, son brushing, ses hauts talons, mais qu'elle puisse aussi, performer, conduire, et qu'elle ait en vue, à l'horizon, un sens de la justice. Et donc c'est beaucoup lui demander à cette jeune femme. C'est-à-dire qu'on lui demande, à la fois de rester femme, à la fois de, performer au niveau rationnel et le tout avec, en vue à l'horizon des valeurs humaines. C'est beaucoup plus difficile d'éduquer, une femme à son développement intégral que de la retrancher dans la prostitution, quelle que soit cette prostitution, mais là où il faut qu'elle vende son corps, en fait, pour obtenir ce qu'elle veut, ou de lui demander de devenir une dame de fer et une une sainte finalement et de développer tout son potentiel cognitif dans l'ignorance de ses pulsions, de son corps, de son désir et dans la négation de son désir. Donc il lui faut une identité complexe où elle compose grâce à la raison avec ses émotions, parfois difficiles, non intentionnelles, sans les refouler, car elles ont une histoire et remettent à un passé où elles n'avaient pas de place, où le père, entre guillemets, Dieu le Père, et le mari décidaient jusqu'en 1948 en Occident. Donc, il y a moins d'un siècle, la femme était mineure ad vitam aeternam. Une identité plastique, c'est-à-dire, je pense à Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Simone Weil, toutes ces philosophes qui ont réussi à penser, tout en n'étant pas, figées, dans une place fixe, enfermées et qui sont mus par un dialogue qui cherche la vérité, un dialogue où les hommes et les femmes peuvent prendre part. Enfin, une identité inclusive, je dirais fuzzy, tierce, hem, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle sorte des oppositions binaires. Alors, l'identité féminine était l'homme était sujet, la femme objet, l'homme était actif, la femme passive, l'homme était diurne, la femme nocturne, l'homme représentait bien, la femme le mal, l'homme représentait la raison, la femme la folie. Donc ces identités yin-yang, remontent au passé, oriental même, hein, où on voit le blanc et le noir, la femme étant le noir et l'homme le blanc. Donc, bien sûr, il y a du noir dans du blanc dans du noir, mais on est quand même le noir et on est quand même passif, nocturne, folie et cetera. Donc, il faudrait sortir de ces schémas et de ce dessin, oriental, en fait, qui nous a profondément influencés, ce dessin du Tao, et qui convient beaucoup à mes confrères masculins, mais pourquoi est-ce qu'on est le point noir à l'intérieur du blanc? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas le blanc dans le noir? Et est-ce que, qu'est-ce qui va nous sauver? La raison ou la vulnérabilité, la fragilité, l'humanité, les émotions? On a besoin des 2, mais en dernier ressort, j'ai observé que le cœur est premier et que le cœur est dernier. Et un monde sans cœur, ça va nous faire un monde de robots, un monde de machines. On voit le monde de l'intelligence artificielle qui pointe le bout de son nez et les femmes et les hommes robots pour nous satisfaire. Est-ce qu'ils vont vraiment nous satisfaire? Donc, cette idée transdisciplinaire, complexe, plastique, inclusive, peut permettre à la femme de se reconnaître dans le terrain de la gestion sans avoir à se calquer sur le modèle, masculin
et on l'espère à se faire davantage entendre dans les chapelles laïques ou religieuses, car elle a certainement beaucoup de choses intéressantes à dire, cette jeune femme. Après tant de siècles d'exil à l'envers du décor et du monde des idées. Une femme juste mais aussi miséricordieuse, un homme miséricordieux mais juste à la fois. Donc, vous voyez, j'avais beaucoup à dire. On est presque à 50 minutes de vidéo. Je vous remercie énormément si vous m'avez suivi jusque-là et si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Ce que j'avais à dire peut influencer le monde de la gestion et le monde, des entreprises et en même temps, on voit à quel point nous sommes devant un grand défi pour les jeunes hommes et pour les jeunes femmes, d'intégration d'une identité qui intègre sa part de féminin, sa part de masculin, sa part d'émotion, sa part de raison, et qui est capable d'en jouer de façon plastique pour arriver à un monde où il y ait la justice et la miséricorde, et non pas un monde simplement un peu niais où tout est miséricorde, tout est soin, tout est care, ou un monde complètement désenchanté où on a la justice, mais où on a le bâillon aussi. Donc, est-ce que ce sera possible? Je ne sais pas. Je sais que c'est très exigeant pour les jeunes femmes et pour les jeunes hommes dans, le contexte d'un management hyper compétitif, d'une économie hyper compétitive, d'arriver à coopérer ensemble, de travailler ensemble et de se battre ensemble pour, des valeurs, humaines, sans se dénaturer, sans perdre la force du raisonnement, ni, la beauté et le plaisir, de la sexualité. Donc, ça crée des filles, hein, et ça veut dire une nouvelle éducation, une éducation transdisciplinaire, qui est une éducation du cœur, de la tête et des jambes, un peu, comme, le voulaient les humanistes à la Renaissance. Et inspiré aussi, par le modèle, de la philosophie antique grecque et qui, donc on n'invente rien et je termine avec, cette belle inscription, par Rabelais dans l'abbaye de Thélème: «Fais ce que voudras», et donc quand, on choisit de faire ce que l'on veut, la volonté, humaine pour lui était une volonté éclairée, bonne, juste et à la fois, compassive, miséricordieuse. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt dans un prochain vidéo.